tous les deuxièmes mardis de chaque mois. Retenez-le, c'est facile. Tous les deuxièmes mardis de chaque mois à 8h30, le matinal de l'IEAM. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une association qui regroupe des experts, des arbitres et des médiateurs sur des sujets touchant évidemment à l'expertise, à l'arbitrage et à la médiation. Nous sommes également une association très active dans le domaine de la formation professionnelle et nous avons une formation initiale assez reconnue et assez appréciée pour ses aspects pratiques de 70 heures, à l'issue de laquelle les participants sont en capacité d'exercer la médiation conventionnelle. Et pour aller plus loin, pour ceux qui le souhaitent, il est possible de suivre un parcours un peu plus approfondi qui délivre les standards requis pour exercer la médiation dans un contexte judiciaire. Forte de ces agréments, l'IEAM a également des formations éligibles au financement sur fonds publics, et notamment le FIFPL. Je dis cela pour les professionnels libéraux que vous êtes, un certain nombre d'entre vous. Donc, sachez que nous avons des critères d'éligibilité au financement pour les fonds publics, par les fonds publics. Mais revenons au sujet de ce matin. Expert, pourquoi ne pas devenir médiateur? Pour le traiter. Amaury, tu enlèves l'écran. Pour traiter le sujet de ce matin, nous accueillons Didier Faury. Bonjour Didier. Bonjour. Didier, président d'honneur du CNCEJ, Conseil national des compagnies d'experts de justice, président d'honneur de l'UCCAP, Union des compagnies d'experts près la Cour d'appel de Paris et président d'honneur de notre association. Didier est mon prédécesseur. Mais Didier est surtout expert et médiateur, expert près la Cour d'appel de Paris, agréé par la Cour de cassation, et médiateur inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris. Didier était donc la personne idoine pour parler de médiation aux experts aujourd'hui. Pour lui donner la réplique, Jocelyne Canetti. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Jocelyne est également médiateur, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris. Jocelyne est présidente de 2 commissions à l'IEAM, la commission formation et la commission médiation de la consommation. Jocelyne est également administrateur de notre association. Jocelyne est médiateur national délégué à la médiation des entreprises qui dépend du ministère de l'économie et des finances. Jocelyne a fait toute sa carrière au sein du groupe EDF, dont elle a été directeur commercial du B2B, avant de devenir médiateur du groupe EDF. Je présente quand même Éric Seban, que vous voyez, qui fait partie des conférenciers et qui va être le relais, ainsi que votre serviteur, des questions que vous allez nous poser. C'est Jocelyne qui va vous exposer le déroulement de la matinale. Juste un petit mot à propos d'Éric Seban. Éric Seban est avocat, et Éric Seban est médiateur. Éric Seban est le vice-président de l'IEAM, administrateur de l'IEAM. Bonjour Éric. Et maintenant, place aux orateurs et je passe la parole à Jocelyne Canetti. Merci Emmanuel. Emmanuel est notre présidente, personne ne l'a présentée, mais c'est la présidente qui a été élue à la fin de l'année dernière. Bonjour à tous, bonjour Didier. Vous êtes nombreux derrière les écrans, comme le disait Emmanuel, et je ne sais pas si tout le monde était là. Nous avons été obligés de choisir ce webinaire, car nous battons des records d'audience ce matin. Vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long de la matinale à travers Q et R en bas à droite de votre écran. Emmanuel et Éric Seban se feront le plaisir de porter vos questions à Didier Faury et de les porter à tout le monde de manière à ce qu'elles soient portées. Nous avons aussi la possibilité de vous donner la parole en fin de période. Les micros, là, pour le moment, sont bloqués par tout le monde, mais vous pourrez poser vos questions oralement et des visus à la fin de la matinale. Passons à cette matinale. Didier, tu es un expert reconnu, comme le disait Emmanuel, expert judiciaire, expert et médiateur. Alors, pourquoi as-tu choisi ce titre, expert? Pourquoi ne pas devenir médiateur?
Eh bien, bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'allais dire, je suis heureux de vous voir. Malheureusement, non, je ne vous vois pas. Je veux dire, je suis heureux de vous deviner et je suis particulièrement heureux de vous savoir si nombreux. Alors, je voudrais vous faire part de ma propre expérience, puisque d'abord expert depuis malheureusement très longtemps. Je dis malheureusement à cause du temps, pas à cause de la fonction. J'ai découvert la médiation, je me suis formé à la médiation à l'IEM et j'en tire, je dois le dire, beaucoup de satisfaction personnelle. Et donc j'aimerais vous faire partager l'expérience que j'ai eue et vous convaincre, s'il en était besoin, que la médiation présente pour vous de l'intérêt et que vous présentez de l'intérêt pour la médiation. Quelques mots d'introduction. Expertise et médiation sont bien sûr des fonctions très, très différentes. L'expert, comme vous le savez, donne un avis technique. En revanche, le médiateur, qui n'a aucun pouvoir, lui, aide les parties, c'est comme ça qu'on les appelle dans les expertises, ou les médiés, c'est comme ça que nous les appelons dans les médiations, donc aide les médiés à trouver une solution à leurs différends. Expertise et médiation, c'est également des savoirs différents. L'expertise, c'est un savoir technique. La médiation, c'est un savoir-être, un savoir écouter, un savoir faire comprendre. Et comme tout savoir, cela s'apprend. Il n'y a pas de médiateur naturel. Je veux bien comprendre que les gens sont plus ou moins doués pour cette fonction, mais même les plus doués doivent apprendre ce process qu'est la médiation. Alors Didier, en quoi penses-tu que le participer au dénouement des conflits constitue une expérience positive pour les experts? Alors, j'ai trois réponses qui me viennent à la question pourquoi devenir médiateur. Effectivement, la première réponse, c'est parce que cela constitue, la médiation constitue pour les experts une expérience gratifiante d'un point de vue personnel. Je vais commencer par ce point-là, il y aura deux autres points. Le deuxième point, ce sera parce que nous, experts, je pense que nous pouvons enrichir l'offre de médiation et que l'expérience de l'expertise est un avantage pour la médiation. Et puis le dernier point que j'aborderai plus rapidement, c'est que l'expérience de la médiation constitue également un avantage pour l'expertise dans certains aspects de celle-ci. Alors, j'en viens à mon premier point. La médiation est une expérience gratifiante pour l'expert. Alors, je ne vais pas vous vanter tous les mérites de la médiation, mais je vais me limiter à mettre en évidence ce qu'elle peut nous apporter à titre personnel. La pratique expertale, c'est une pratique passionnante. Ça fait donc de nombreuses années que je l'exerce. J'ai fait de très, très nombreuses expertises. Mais malgré tout l'intérêt qu'on peut trouver à l'expertise, il y a un moment où certains aspects négatifs apparaissent. Ces aspects négatifs, ce sont la dureté des contentieux. J'ai de nombreux confrères qui me disent que les expertises sont de plus en plus difficiles. La durée des expertises. On nous reproche, à nous experts, de contribuer à la durée des expertises, et même si ce reproche est souvent injuste, il est vrai que la plupart des expertises s'étalent dans le temps pour différentes raisons. Dans les expertises, nous sommes aussi confrontés à l'insatisfaction des parties, nous sommes confrontés à des tensions,
dans l'expertise et ces tensions s'accroissent en général au fur et à mesure de l'avancement parce que les parties et leurs avocats réalisent que peut-être l'expert n'ira pas dans leur sens. Ce qui revient également souvent dans la bouche de beaucoup d'experts, c'est l'agressivité croissante de certains avocats. Et cette agressivité peut se traduire dans certains cas, peut se retourner vers l'expert, et beaucoup de confrères vivent cela difficilement. Enfin, c'est assez peu réjouissant de constater souvent donc l'impossibilité des parties à se parler dans les expertises. Au mieux, elles se taisent, au pire, elles s'invectivent. Alors face à ces aspects négatifs de l'expertise, la médiation présente un certain nombre de différences extrêmement positives. La médiation, c'est d'abord un cadre apaisé, avec des gens qui se parlent. Ce qui est très frappant en médiation, c'est que des gens, les médiés donc, qui ne se parlaient plus depuis très longtemps, sinon par avocat interposé, se mettent à se reparler. Et le médiateur donc contribue à recréer du lien, à recréer de la communication entre des gens qui étaient totalement bloqués. La médiation, c'est également un processus qui a la vertu d'être rapide, puisque en médiation judiciaire, par exemple, la durée d'une médiation est de 3 mois, renouvelable une seule fois. Et bien souvent, 3 mois suffisent pour trouver une solution. Ce qui est également extrêmement agréable dans les médiations, quand elles aboutissent, c'est de voir le soulagement des parties qui sont débarrassées de leur contentieux. Je me souviens toujours d'une des médiations où, à un moment, une des parties, la médiation n'avait pas encore abouti, hein, mais une des parties, l'un des médiés, pardon, s'est tourné vers son avocat et lui a dit mais maître, pourquoi n'avons-nous pas fait cela avant? Et ça, c'est quand même une grande caractéristique des gens qui découvrent la médiation. Alors, ce qui est frappant aussi en médiation et très gratifiant pour les médiateurs, c'est que eh bien, les taux de réussite de médiation sont élevés. Alors, est-ce que les taux de réussite sont élevés parce que les médiateurs excellent? C'est possible, mais plus modestement, j'ai l'impression que ce succès de la médiation, ça vient du fait que lorsque les parties s'engagent dans un processus amiable, ils ont souvent vraiment l'envie de réussir. Et c'est un peu ce que certains appellent la magie de la médiation. Certes, les médiateurs sont efficaces, mais les parties arrivent à la médiation avec la plupart du temps un esprit très positif. Et Alors là, oui. pardon, je voudrais dire quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'elles arrivent avec un esprit positif ou parfois un peu à reculons lorsque, en médiation judiciaire, elles sont très incitées par les juges à aller en médiation. Nous avons tous constaté en médiation judiciaire des médiés qui n'ont pas l'air spécialement enthousiasmés par leur présence, et au fil de la médiation, leur attitude change complètement et ils adhèrent à ce processus. Et on a même vu des médiations réussir alors qu'elles sont prononcées en appel. Donc il y a une partie qui a gagné en première instance, eh bien elle accepte quand même d'aller en médiation. Et il y a même eu un cas dont on m'a parlé, d'une médiation qui est intervenue en appel sur renvoi de cassation. Alors vous imaginez l'état d'épuisement procédural des parties qui sont prêtes, malgré les années de contentieux judiciaires, qui sont prêtes à aller en médiation. Donc pour terminer ce premier point, je dirais que nous, experts, qui sommes confrontés aux affrontements
et à la dureté des contentieux, l'expérience de la médiation est extrêmement gratifiante et humainement enrichissante. Didier, c'est très bien tout ça. Tu nous vantes tout le bien que tu penses de la médiation et je le partage. Est-ce que tu peux maintenant nous dire pourquoi l'expérience de l'expert est aussi un avantage pour la médiation? Alors, la question, effectivement, c'est que pouvons-nous, nous, experts, apporter à la médiation? Le médiateur, ce n'est pas un expert. Plus exactement, c'est un expert, mais c'est un expert de la relation. C'est un expert de la relation humaine. Cependant, cet expert de la relation, il est confronté, il est confronté à la diversité des litiges. Et ces litiges, évidemment, ils sont extrêmement diversifiés. Il y a des questions d'inexécution contractuelle, il y a des questions de préjudice économique, il y a des litiges dans la construction, il y a des mises en cause de responsabilité professionnelle, dont la responsabilité médicale, il y a des troubles de voisinage, des conflits entre associés, des conflits sociaux, des problèmes familiaux, des successions. Face à cette diversité, un médiateur généraliste est-il toujours le mieux placé pour traiter tous ces types de dossiers? Moi, je prends deux exemples de médiation que j'ai réalisés. Un cas de cession d'entreprise industrielle, le litige portait notamment sur le montant des sommes qui avaient été affectées par le cédant à la dépollution des sols. C'était donc un aspect technique manifeste. Un médiateur généraliste serait-il à l'aise dans une situation de ce genre? Deuxième exemple, toujours une cession d'entreprise avec une clause extrêmement complexe de révision du prix de cession en fonction de l'évolution des résultats. Bon, là encore, la compréhension même du litige me paraît être un avantage pour le médiateur spécialisé. Et je crois qu'en fait, il faut distinguer dans la diversité des litiges les situations dans lesquelles les relations personnelles entre les médiés sont essentielles, et là, bien évidemment, le médiateur généraliste a toute sa place, et les situations dans lesquelles des éléments factuels complexes sont prédominants, où un savoir spécialisé va, me semble-t-il, apporter quelque chose au processus de médiation. Alors, qu'est-ce que ce savoir spécialisé va apporter au processus de médiation, sachant que quand nous, experts, nous sommes devenus médiateurs, nous ne sommes plus experts. Le savoir spécialisé dont je parle ne va pas servir à donner un avis technique. Mais ce savoir spécialisé, je pense qu'il va d'abord faciliter l'offre de médiation. En effet, les parties, systématiquement, les parties qui vont devenir les médiés, se demandent qu'est-ce que le médiateur connaît à mon problème. Et le cursus de l'expert devenu médiateur peut rassurer probablement et même certainement les parties. Ce ne sera peut-être plus vrai dans quelques années parce que le paysage français de la médiation évolue, mais nous sommes quand même dans une phase de départ hein, de la médiation en France et le profil des médiateurs n'est pas suffisamment connu. Les médias ne savent pas suffisamment qui sont les médiateurs et le fait que le médiateur soit par ailleurs expert et possède la connaissance d'une technique ou d'un système et j'en suis à peu près sûr, de nature à rassurer les parties, à leur faire accepter même la médiation. D'ailleurs, une conseillère à la Cour d'appel de Paris me disait que c'est le CV du médiateur qui est souvent déterminant pour que les médiés acceptent le principe même de la médiation. Donc, ce médiateur spécialisé, sa compréhension des éléments factuels du litige vont
asseoir sa légitimité. Sa compréhension de ces différents aspects techniques du litige vont faciliter la phase exploratoire du passé. Donc, vous savez comment se passe une médiation, hein. Il y a une première phase qui est une phase exploratoire du passé, au cours de laquelle les parties exposent leur litige. L'expert reformule ce que les parties ont dit afin de s'assurer que l'autre partie l'a bien entendu. Et dans les litiges complexes, cette phase même de reformulation, elle est évidemment facilitée pour l'expert qui connaît le sujet. Bien sûr, le médiateur généraliste qui ne connaît pas le sujet pourra toujours se débrouiller, mais si cette reformulation consiste simplement à dire « je vois que vous n'êtes pas d'accord sur un aspect technique », je pense que les parties ne seront pas aussi pleinement rassurées sur le fait qu'elles ont été écoutées ou entendues que lorsque l'expert devenu médiateur est capable de montrer qu'il a parfaitement compris les différents aspects du sujet. Par ailleurs, il y a en fait, par la pratique de l'expertise, un certain nombre de notions essentielles en médiation qui sont parfaitement connues par les experts. C'est l'indépendance. Le médiateur doit être indépendant. Le médiateur doit être impartial. Les experts sont très familiers de ces notions, hein, sur l'indépendance, l'impartialité subjective et objective. Et puis les experts aussi ont une grande expérience des réunions. Ils ont une avance, on peut dire, sur la formation, sur la formation à la médiation, parce qu'ils ont pratiqué in situ et en vrai des réunions avec des parties, ce qui est un avantage qui me paraît évident dans la formation à la médiation. Alors j'ai l'impression, en vous disant ça, de dire un certain nombre d'évidences. Mais pourtant, ce qui est notable, c'est que ces idées-là, ces quelques idées simples que je viens de vous énoncer, ne sont pas partagées par tout le monde. Et j'entends, de la part des médiateurs généralistes, et voire de certains magistrats, des opinions inverses, opinions selon lesquelles la spécialisation d'un médiateur dans un secteur ou dans une technique, non seulement serait inutile, mais pourrait même constituer un inconvénient pour la médiation. Alors, il faut explorer les arguments. Il faut explorer ces arguments et s'interroger sur les raisons pour lesquelles ces positions défavorables existent. Alors, le premier argument défavorable que j'ai entendu, c'est de dire que l'expert ne peut oublier qu'il est expert et que quand il est médiateur, il va nécessairement donner son avis technique. Alors, je trouve que c'est tenir bien peu compte des qualités des gens et de leur niveau de développement personnel. Il est bien sûr possible de distinguer ces fonctions d'expert et de celles de médiateur. Je le fais dans mes médiations et je sais que d'autres le font. D'ailleurs, je m'étonne de cet argument qui nous est parfois opposé parce que parmi les médiateurs, il y a beaucoup d'avocats et des anciens magistrats. Bon, les avocats et les magistrats sont des spécialistes du droit. Alors eux, est-ce qu'ils n'oublient pas qu'ils sont des spécialistes du droit quand ils font de la médiation? Bien sûr que si. Ils oublient qu'ils sont des spécialistes du droit, ils font de la médiation, et nous, experts, quand nous faisons de la médiation, nous faisons de la médiation, nous ne faisons plus de l'expertise. Alors, un autre argument, on me dit, mais quand le litige est trop technique, il suffit de désigner un expert dans la médiation. Pas comme médiateur, mais comme expert. Ou bien, il suffit de faire une comédiation avec un médiateur généraliste et un médiateur spécialisé. Alors, pourquoi pas? Simplement, il faut se rendre compte que d'un point de vue pratique, l'introduction d'une expertise dans une médiation ou la mise en place d'une comédiation, ça coûte, évidemment,
par la multiplication des intervenants, et c'est sans doute des situations qui doivent être réservées aux litiges les plus importants. Alors, encore un argument défavorable à la médiation qui est plus intéressant parce qu'il est plus théorique. On me dit le médiateur ne s'intéresse pas aux faits car il ne cherche pas à savoir qui a raison. Le médiateur cherche à faire exprimer par les médiés leur représentation de la situation afin de la faire comprendre aux autres, puis de faire bouger les positions. Alors cet argument est intéressant, mais à mon sens, il méconnaît la réalité des contentieux à dimension technique. Bien sûr, le facteur humain est toujours présent et on ne peut l'ignorer. Mais certains aspects factuels, parfois, écrasent ou dominent le facteur humain. Et dans une demande, par exemple, d'indemnisation pour perte de revenus professionnels ou dans une question de responsabilité professionnelle, les faits ne peuvent être, bien sûr, ignorés. Pour finir sur ce second point, je dirais qu'il me semble qu'il faut distinguer les problématiques relationnelles, les litiges où ces problématiques relationnelles sont prédominants, et les litiges avec des faits complexes et pour lesquels ces faits complexes sont centraux. Et pour ce deuxième type de médiation, le médiateur spécialisé va enrichir la médiation. La première présidente du tribunal judiciaire de Nanterre avait dit lors du colloque que nous avions organisé au CNCEJ avec la FFCM sur expertise et médiation, elle avait dit que le médiateur spécialisé était un vecteur de légitimité. Et je trouve que ce terme est intéressant. Didier, on a beaucoup de questions qui arrivent. Est-ce que tu pourrais nous dire maintenant en quoi la formation et la pratique de la médiation constituent un avantage pour l'expertise? Alors, c'est mon dernier point, effectivement. Alors, ce que j'ai appris en médiation dans ma formation et dans ma pratique me donne l'impression que je suis devenu un meilleur expert. Je suis devenu un meilleur expert, évidemment pas dans mon domaine qui est la finance et la comptabilité, mais je suis devenu un meilleur expert dans la tenue de mes réunions d'expertise. Parce qu'en médiation, on apprend ce qu'on n'apprend pas en expertise, ni dans les formations techniques à l'expertise. On apprend à écouter, on apprend à s'assurer que les parties comprennent ce qui est dit, à la fois par l'expert, mais également essaye de comprendre ce que dit l'autre partie. On acquiert, dans ces formations à la médiation et dans la pratique de la médiation, une meilleure conscience de la façon dont nous sommes perçus par les gens qui nous écoutent. Et ça peut changer, améliorer notre façon de conduire nos expertises. Le travail du médiateur est aussi un travail sur soi, où on apprend à être attentif à ses propres réactions. Et tout ça me fait penser que ça nous conduit à mieux mener nos réunions d'expertise, et ça comble finalement un manque qui existe dans la formation des experts, où il n'existe pas ou très peu de process d'apprentissage à la conduite des réunions. Voilà les principales réponses que je voulais faire à la question posée. J'espère qu'elles vous ont convaincu de l'intérêt de la médiation. Bon, il reste évidemment, si c'est le cas, si vous êtes convaincu à savoir comment on devient médiateur, ça pourrait justifier une autre matinale. Mais si je ne faisais qu'une réponse très brève, eh bien, il faut se former à la médiation. D'abord parce que les textes, tant sur la médiation conventionnelle que la médiation judiciaire, que la médiation en matière administrative,
disent que l'expert doit être formé à la médiation, enfin que le médiateur, pardon, doit avoir suivi une formation, et donc que l'expert doit être formé à la médiation. Et pour la médiation judiciaire et l'inscription sur les listes, c'est bien sûr une exigence des juridictions. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Et je vous remercie de m'avoir écouté sans m'avoir interrompu, et pour cause, puisque vous ne pouviez pas parler.